Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 27 octobre 2021. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés pour un petit point macro où on observe des investisseurs assez prudents ce matin qui hésitent dans l'attente, comme vous le savez, des annonces de la Banque centrale d'une part, et d'autre part des chiffres de l'inflation qui seront publiés vendredi. Alors hier, Wall Street a quand même terminé en hausse, s'établissant même à de nouveaux records en clôture pour le S&P 500, même si la séance a quand même été marquée par le déclin de Facebook au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels. Facebook a quand même reculé de quasiment 4% dans les échanges, pesant forcément lourdement sur le S&P 500 et le Nasdaq, après avoir prévenu, justement, comme je vous le disais lundi, que les changements apportés par Apple en matière de protection des données auraient un impact négatif sur ses activités numériques lors du trimestre actuel. Toutefois, en dépit du déclin de Facebook, le S&P, comme je vous le disais, a atteint un nouveau pic porté par les entreprises à forte capitalisation boursière. Globalement, les résultats sont plutôt bons dans l'ensemble. La preuve, on a eu la publication de Alphabet, Google et Microsoft qui ont dépassé les attentes. Donc là, pareil, dans les premiers échanges, en tout cas en pré-market, on a une ouverture en hausse, donc à confirmer en clôture ce soir, mais encore une fois, les big tech ne déçoivent pas, à part Facebook. Et là, dans l'ensemble, Microsoft et Alphabet ont dépassé le consensus et les attentes des analystes. Globalement, la quasi-totalité hier du secteur majeur du S&P 500 finit dans le vert, surtout les secteurs dits défensifs comme l'immobilier, indiquant justement une certaine prudence des investisseurs à l'aube de la réunion de la Banque centrale européenne et surtout de l'inflation, des chiffres de l'inflation qui seront publiés, comme je vous le disais, vendredi. Ce matin, légère baisse, on évolue sans grand changement pour les indices européens. Dans une séance animée toujours par de multiples publications de résultats d'entreprise, diversement appréciés, un calendrier économique assez maigre aujourd'hui, dans l'attente des banques centrales dans les prochains jours. Par conséquent, les investisseurs, pour l'instant, digèrent les publications de résultats d'entreprise. La prudence semble de retour, forcément, avant la réunion de la BCE prévue demain, puis la parution des derniers chiffres de l'inflation en zone euro vendredi. Par ailleurs, on a aussi la Réserve fédérale américaine qui tiendra son comité stratégique la semaine prochaine et ce sera peut-être l'occasion pour Jérôme Powell d'officialiser le tapering tant attendu par les marchés. Pour rappel, le tapering consiste à une réduction des achats d'actifs. Enfin, pour terminer, les dernières remarques du président de la Fed ont fait ressortir quand même une crainte grandissante de voir l'inflation s'installer au-delà des objectifs de la Fed. Et là, encore une fois, si l'inflation finalement n'est pas si transitoire que ça et qu'elle est amenée à durer, vous vous doutez bien que la Fed va devoir mettre un deuxième tour de vis et procéder à un resserrement plus drastique, en tout cas, et plus fort de sa politique monétaire pour justement contrôler l'inflation, pour éviter qu'elle ne dérape. Donc, la Fed sera attendue la semaine prochaine avec ses perspectives, encore une fois, d'inflation un peu douteuse, étant donné l'inflation est là et que pour l'instant, elle n'est pas transitoire. Côté macro, assez maigre ce matin, la partie macro. Je n'ai pas beaucoup de graphiques présentés, du moins pas des graphiques
dans des données économiques ou des statistiques macro. On attendra surtout la réunion à venir de la BCE demain et les chiffres de l'inflation en zone euro vendredi pour avoir un peu quelques stats clés qui permettraient par la suite de guider le marché. Mais sinon, on a eu quand même un petit trou d'air ce matin sur les crypto-monnaies, notamment sur les altcoins. On a le BTC aussi qui a quand même lâché 3%, rien de dramatique, l'Ethereum aussi. Et beaucoup, je trouve, commençaient à paniquer, à parler d'un BTC déjà à 40 000 $, parce que le BTC perdait seulement 3%. Encore une fois, il ne suffit pas de regarder uniquement le BTC, mais aussi la capitalisation boursière des crypto-monnaies. Et là, très clairement, on constate, en tout cas je constate que ce matin, on a eu un trou d'air, tout simplement, sur les crypto-monnaies. Les gros niveaux de support sont quand même toujours préservés. Vous voyez ici que finalement, on regarde, prise de recul toujours, ne pas regarder que le BTC, regarder l'Ethereum, regarder le comportement des altcoins, mais globalement, on est juste venu faire un pullback sur les anciens plus hauts. Donc pour l'heure, rien de dramatique. J'estime qu'on est tout simplement, on a eu tout simplement un gros trou d'air avec des corrections assez violentes, quasiment moins 10 à moins 15 pour certaines crypto-monnaies, mais voilà, si on ensemble le tout, si on regroupe le tout, pour l'instant, ça reste haussier et on est revenu tester l'ancienne résistance que le marché avait cassée. De ce fait, on assiste à un pullback. Et comme je le disais, certains y verront justement une figure chartiste de type tasse avec anse. Bon, encore une fois, c'est une figure à prendre avec des pincettes, comme je vous le disais, étant donné qu'elle n'apparaît pas dans les premiers bouquins d'analyse technique. Ce sont surtout les premiers bouquins qui sont généralement les plus complets, les meilleurs, j'ai envie de dire, et ce sont les bouquins que vous devez étudier si vous souhaitez passer le CFT, le diplôme de technicien de marché. Et dans ces bouquins, cette figure n'apparaît pas, elle a apparu bien plus tard, au début des années, je dirais milieu des années 90, années 2000. Mais bon, même si c'est une figure qui n'apparaît pas dans les premiers bouquins, je lui accorde de temps en temps de l'importance, surtout quand elle se forme sur des niveaux d'anciens plus historiques, car généralement, elle offre une bonne probabilité de succès. Ici, j'aime beaucoup la configuration qu'on a eue, cette fameuse tasse avec anse, avec pour l'instant un pullback sur les anciens plus hauts, donc pas d'alerte baissière, et trop tôt pour moi, j'entends aussi dire bull trap. C'est encore trop tôt. Effectivement, si on clôture sous, qu'on accélère vraiment sous cette grosse zone, on aura un bull trap, mais pour l'heure, c'est juste un pullback avec un retour sur support, tout simplement. On revient tester l'ancienne ligne de coup de cette figure. Ici, c'est la capitalisation boursière de Tesla par rapport à celle de Facebook. Effectivement, j'évoquais avec vous en début de semaine, lorsque Tesla a dépassé les 1000 $ et les 1000 milliards aussi de capitalisation boursière, que logiquement, il me semblait que Tesla avait dépassé celle de Facebook. Effectivement, c'est chose faite. Tesla s'est envolé suite à la commande 100 000 véhicules de la part de Hertz, le prestataire, enfin, le groupe qui était quasiment en faillite il y a encore quelques mois, de location de voitures. Et finalement, Tesla devance Facebook et je crois qu'elle se hisse, si je ne dis pas de bêtises, à la 6e place en termes de capitalisation boursière. En première place, c'est Apple. Ensuite, il me semble qu'on a une société pétrolière qui s'appelle Saudi Aramco. Et derrière, ce sont les grosses tech. Donc là, Tesla rejoint le club très fermé des sociétés qui ont plus de 1000 milliards de capitalisation boursière. On avait l'habitude de donner un acronyme pour les techs qui étaient les GAFAM. Et là, très clairement,
Facebook cède sa place à Tesla et je pense que l'acronyme pourrait changer d'ici peu, étant donné le parcours assez impressionnant de Tesla, malgré tous les déboires et malgré un personnage assez atypique, force est de constater que Tesla en est sorti par le haut et on ressort même grandi et s'inscrit maintenant dans une société plutôt solide et qui ne vend pas que des voitures. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Hein. Tesla, ce n'est pas seulement un constructeur. Comme je vous le disais, c'est sûr que quand on regarde la capitalisation boursière par rapport à celle de Volkswagen, Toyota ou même Renault, très clairement, c'est sûr que ça paraît ahurissant, mais Facebook n'est pas seulement un réseau social, Tesla n'est pas seulement un constructeur de voitures électroniques, hein. Facebook, pour celles et ceux qui suivent les cryptos, veut se lancer dans le métaverse. Ça aussi, je vous invite à faire quelques recherches sur le monde virtuel. Ça pourrait être un nouvel Eldorado, en tout cas. Et Tesla est forcément dopé par aussi SpaceX, qui globalement, je dirais que SpaceX est plutôt bien parti et c'est prometteur pour la suite. Et derrière, n'oublions pas que aussi Tesla est dopé par la récente hausse du Bitcoin, étant donné que Elon Musk a acquis environ pour 1,2 ou 1,5 milliard de dollars de BTC aux alentours, il me semble, c'était de 35 000 dollars ou 40 000 dollars au moment où il a fait l'annonce sur le Bitcoin. Aujourd'hui, avec un BTC à quasiment 60 000 dollars, forcément, ça dope aussi le cours de l'action. Côté graphique, observons notre indice national, le CAC 40, mais qui fait du surplace. Il ne se passe absolument rien sur les indices européens. Je trouve que c'est plutôt mou. Passez votre chemin, essayez d'aller là où il y a de l'action, encore une fois. Et actuellement, sur le CAC 40, c'est mou. Vous connaissez mes zones intéressantes. En tout cas, forcément, en scalping ou en intraday, il y a quand même moyen de faire quelque chose, de grappiller quelques points à ce marché, mais dans l'ensemble, on a quand même un marché qui fait du surplace. Voilà pourquoi les zones clés d'achat se trouvent toujours vers les 6685, 6705 pour venir combler le gap qu'on a eu ici. Donc pourquoi pas faire un petit excès baissier pour venir combler le gap avant de repartir. Et derrière, pour enfin libérer le potentiel haussier et espérer une nouvelle jambe de hausse, il faudra par contre attendre la cassure des 6770, 6780 pour ensuite aller chercher ce fameux gap. Donc rien n'a changé finalement depuis le début de la semaine sur le CAC 40, toujours au même stade, on reste encore dans une reprise haussière. Effectivement, on aura un bon point d'entrée, je pense, si on a une correction, un repli pas trop violent, mais voilà, histoire de venir prendre appui sur Kijun, combler le gap pour ensuite repartir. Là, on aurait une zone, ou du moins un point d'entrée intéressant. Pour l'heure, j'estime que le CAC, pour du swing trading, hein, essentiellement je parle souvent de swing trading, n'est pas sur un niveau clé et on a une grosse résistance au-dessus de la tête. Donc, soit on attend le repli, soit la cassure, pour ensuite espérer une nouvelle jambe de hausse pour aller chercher les 6900 points. Concernant le DAX, bon, le TP intermédiaire a été fait aux alentours des 15 780 à peu près, 15 800. Que dire sur le DAX? Pareil, est-ce qu'on n'a pas un petit trou d'air ici? Bon, encore un peu tôt pour évoquer un repli de marché. Je ne m'attends pas à ce que le marché
corrige violemment avant la BCE. On verra surtout demain, c'est surtout demain la séance volatile pour les indices. Mais là, même constat que sur le CAC, ce serait de venir combler le gap avant de repartir. Si vous êtes à l'achat sur le double niveau de support en hebdomadaire suite au repli des cours sur le plat Tenkan Kijun, bien logiquement, vous êtes censé avoir pris des bénéfices, remonter vos stops, mise à BE, et maintenant laisser le marché décider. Là, pour ma part, je reste à l'écart, pas de plan de trading à la veille de la BCE, soit sur repli derrière une fois que les marchés auront digéré la news, sinon on se laisse porter, on attend la cassure des 15 008 pour viser la borne haute du range à 16 000 points. Le Dow Jones, on y est presque. Ça reste solide, hein, toujours le Dow Jones, il ne lâche rien. On est quasiment venu chercher mon TP. Bon, pas grand-chose. Hein, je vise 36 000 et sur excès, borne haute du canal, aux alentours des 36 100 à peu près. Mais ça reste haussier, aucune raison de vendre pour l'instant. On est au-dessus d'un support. En données 4 heures, rien d'alarmant non plus. Le marché pourrait très bien se replier légèrement, venir taper sa Tenkan, retester les anciens plus hauts avant de repartir et chercher 36 000. Puis l'objectif théorique de sortie de range vers 36 100. Voilà, pour moi c'est l'objectif à aller chercher, couplé à notre oblique haussière, voilà, juste ici. Ça reste l'objectif final. Au moins, on a déjà fait une grosse partie du mouvement. Celles et ceux qui sont à l'achat, eh bien, souriez, remontez vos stops et espérez une dernière impulsion pour aller chercher un TP final vers les 36 100 points. Maintenant, si on regarde les futurs, bon, rien d'alarmant non plus hein, sur les futurs, on est toujours au-dessus de la fameuse zone en données 4 heures, même en données daily d'ailleurs, mais aucune raison d'être vendeur. Sauf si on a une grosse bougie là, qui est une belle bougie rouge cet après-midi, on repasse sous zone. Dans ce cas-là, oui, on aurait un bull trap qui serait la deuxième. Mais pour l'instant, c'est haussier. Les acheteurs gardent la main. On est au-dessus de la fameuse zone. On pourrait effectivement venir se replier dessus. Venir prendre appui sur notre plaquette jaune avant de repartir et déclencher un dernier flux haussier en direction des 36 000 points. Donc maintenant, tous les regards vont être braqués vers la BCE demain et les résultats d'Apple aussi à venir. On a les résultats de Microsoft en pré-market. C'est plutôt positif. Microsoft dans le vert, donc s'il poursuit sur sa lancée, et que derrière Apple publie aussi de bons résultats, hein, ce sont deux sociétés qui font partie du Dow Jones, je pense qu'on pourra aller chercher les 36 000 points d'ici la fin de la semaine. Le Forex, avec l'euro-dollar, qui continue de se replier suite à la sortie de range, par le bas. L'avalement baissier a bien été confirmé. Maintenant, si vous avez tenté de vendre suite à l'avalement baissier ici avec le pullback et la cassure en tout cas des 1,1620, très bien, effectivement, vous avez un setup intéressant. Maintenant, il va falloir espérer en tout cas avoir une marge de manœuvre suffisante pour se mettre à break-even avant les annonces de la Banque centrale. En tout cas, pour ma part, je reste à l'écart. Effectivement, techniquement, c'est propre, je trouve. On avait un beau signal baissier avec un V1 qui venait confirmer l'essoufflement de cette reprise haussière, champ de retournement qui vient breaker le niveau de support. Je ne vous ai pas proposé de plan de trading étant donné qu'il y avait quand même la BCE
voilà, il y a la réunion de la BCE demain, donc c'est un peu risqué hein, de se positionner avant des annonces de banque centrale. Mais si certains d'entre vous ont pris ce setup, eh bien, juste avant le discours de demain, mettez-vous à break-even. C'est vrai que si là l'euro continue à corriger un peu, parfois, hein, si vous avez une marge de manœuvre suffisante, eh bien, ça peut être profitable, tout simplement. Effectivement, si on a une grosse news et que ça part là-haut, vous faites sortir à break-even. Si finalement c'est la débandade derrière, eh bien, vous laissez courir votre trade et vous allez chercher les 1,1530. Donc là, pour ma part, un biais baissier techniquement, il y a cette configuration qui me plaît énormément. Maintenant, je n'ai pas de boule de cristal et je ne connais pas le discours de Christine Lagarde qui va être fait demain. Ça bouge pas mal sur les paires en yens. Rappelez-vous, on avait des beaux chantiers de retournement sur pas mal de paires en yens. Néanmoins, je suis tiraillé entre un avis baissier sur certaines paires, un avis haussier sur d'autres, comme le GBP yen qu'on a pu voir hier. Mais globalement, si on fait un tour d'horizon assez rapide sur plusieurs paires en yens, voilà, on avait évoqué déjà en semaine dernière cet avalement baissier ou cette étoile du soir doji. Pour l'instant, ça semble fonctionner en tout cas. On est en train d'enfoncer un gros support, donc à vous de voir. Je ne sais pas si certaines personnes ont tenté ce plan baissier. On n'avait pas de divergence, mais on avait un beau setup sur zone. Et là, on est en train d'enfoncer un niveau de support. Pareil, attention à votre exposition, encore une fois, sur l'euro-dollar, sur les paires en euros, étant donné qu'il y a la Banque centrale derrière, on devrait avoir pas mal de volatilité. Donc, ici, on est en train d'enfoncer le support, et derrière, on pourra aller chercher les 131,15. Avec l'euro-yen, il me semble qu'on avait l'AUD-yen aussi. L'AUD-yen, je le surveille encore, étant donné pareil, on a eu l'avalement baissier, mais là, la Tenkan ne casse pas. On n'a pas de divergence baissière, là, par contre, hein, très clairement. Par contre, en données 4 heures, potentiellement un double top. Un double top en cours de formation ou un range, à voir par la suite. Mais on pourrait avoir pas mal d'actions sur cette paire aussi, je pense, dans les jours à venir, soit trading range, soit double top, et dans ce cas-là, on confirme l'avalement baissier, et derrière, on retombe sur le prochain niveau de support vers les 83. AUD, le meilleur setup, c'était le NZD Yen, très clairement. On avait quand même une belle divergence baissière. Ici, dès le setup le plus complet, sur l'euro yen, on avait juste le chandelier baissier, l'AUD pareil, tandis que le NZD, on avait d'une part la fameuse zone évoquée en début de semaine, rappelez-vous, hein, la zone mensuelle, juste au-dessus de la tête. Je crois qu'on l'avait évoqué en début de semaine ou en fin de semaine dernière, mais c'était une paire qui m'intéressait techniquement, que je trouvais assez propre. Ensuite, avalement baissier. La divergence en daily, ce n'est pas une divergence, mais on avait la divergence 4 heures. Voilà, qui pour l'instant fonctionne, en tout cas, a donné une phase de repli. Peut-être que certains d'entre vous l'ont joué. Maintenant, il faut qu'on casse les anciens plus bas pour partir sur une correction en A, B, C et aller chercher les 38,2. Et là, ce serait une prise de bénéfice à effectuer sur le ratio des 38,2 de Fibonacci. Voilà le plan. Là, on est sur support. Et si ça casse, A, B, C, correction d'ABC, 38,2. Et derrière, en fait, ce niveau des 23,6 correspond aussi voilà, à notre soutien en Tenkan. On a la Tenkan qui soutient encore les cours. Si derrière ça pète, direction les 38,2. Et si les 38,2 pètent, direction le package. Mais effectivement, dans toutes les paires en yens, je trouve le NZD yen le plus pertinent, très clairement. Enfin, on a plusieurs signaux techniques baissiers qui ont été confirmés, notamment grâce à la divergence baissière. Et celui où je suis, le plan où je suis un peu tiraillé, c'est le GBP yen. J'ai envie d'avoir un biais haussier sur cette paire.
Pour l'instant, ça tient, mais pareil, ici, on avait quand même un beau setup. Enfin, on avait l'étoile, pareil, l'étoile du soir doji. Si on fait une correction en ABC, on va retomber plus bas. J'attends la clôture hebdomadaire. Je disais d'acheter les replis sur cette paire. J'aimais beaucoup la dynamique. Le fait qu'on ait validé un double creux, qu'on est venu pullbacker. Pour l'instant, on est sur support. Pour l'instant, on est sur support, rien n'est fait. Mais sur cette paire, j'ai envie d'avoir un plan haussier, alors que sur les autres paires en yen, je suis plutôt baissier à court terme. Maintenant, on est sur support. Si ça casse, eh bien, je pense que le marché va me donner tort très clairement. Et en revanche, si ça tient, eh bien, pourquoi pas essayer de se repositionner dans le sens du flux. Voilà. Dire que peut-être aussi on a un léger drapeau. Aussi un peu. Bon. Voilà, pour moi, si on enfonce derrière, ce serait un bull trap, effectivement, et on retomberait. Et si au contraire, ça tient, on casse cette oblique, sortie par le haut d'un drapeau, dans ce cas-là, on pourra viser les 160. Donc, affaire à suivre, pareil, ne vous positionnez pas sur toutes les paires en yens, choisissez-en quelques-unes, et encore une fois, adaptez un bon money management. Le gold, capricieux, toujours le gold, mais le pire n'est pas certain. Effectivement, le point positif, c'est toujours la sortie par le haut de ce canal baissier. Pullback, néanmoins, un peu, un peu agressif, je trouve. Et surtout, si on repasse sous la zone, là, ce ne serait pas bon pour la suite. Donc, point positif, je disais, sortie par le haut. Pour l'instant, pullback. Deuxième point positif, c'est le canal qui permet de cadrer cette reprise haussière. Et pour l'instant, on est venu taper la bande basse. Ça se gâterait, en tout cas, si on effectue, si on clôture sous canal. Très clairement, là, le plan haussier, enfin le plan haussier, oui, ça, je ne dirais pas que ce ne serait pas de bonne augure pour la suite, mais il y aura un risque d'invalidation. Après, encore une fois, je vous avais évoqué deux méthodes. La première est de rentrer une première partie suite à la clôture et d'attendre la clôture hebdomadaire pour confirmer et pas se prendre une deuxième fois un bull trap. Donc, on avait évoqué en début de semaine les deux méthodes, rentrer une première partie de sa position suite à la cassure des 1800, puis en fin de semaine, si on a une belle clôture hebdomadaire, sinon la deuxième, c'était certes perdre un peu d'avance, mais se montrer plus prudent et attendre la clôture hebdomadaire au-dessus de la MM50 et du package, donc au-dessus des 1803. Et pour l'instant, ça cale. Donc, la première méthode n'est pas invalidée. On est sur le fil du rasoir. Il va falloir surveiller en données 4 heures cette sortie de canal, étant donné qu'on est sur un double niveau de support. Support, enfin un triple niveau de support, support horizontal, support borne haute de canal et support borne basse de canal. Ici, beaucoup d'éléments techniques qui convergent, donc forcément, je m'attends quand même à une réaction des acheteurs. Et derrière, on a aussi la même 50 en soutien. Donc, si on casse, là par contre, eh bien, il faudra attendre un retour sur les 1750. Mais pour l'heure, ça tient, on s'inscrit toujours dans une reprise haussière, donc j'ai bon espoir de voir le gold reprendre un peu de hauteur. Encore une fois, attendons de voir le discours aussi de la BCE jeudi. Surtout si elle évoque, et elle va le faire, étant donné qu'elle est quand même attendue au tournant là-dessus, ses perspectives, en tout cas son opinion sur la poussée inflationniste que les marchés subissent actuellement. Par conséquent, l'once d'or devrait réagir sur les propos
autour de l'inflation de la part de Christine Lagarde. Le Brent. Le Brent, ça reste aussi toujours. Bon, il tente de valider une divergence baissière. Effectivement, si on est en train de valider la divergence baissière, elle est toute petite. Elle est vraiment pas dingue, cette divergence, très clairement. Elle casse pas trois pattes à un canard. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on est sur support. En fait. Et ça, c'est un problème. On serait dans la zone, pourquoi pas, mais là, sur support, je me montre plus prudent. Ça fait vendre en support, on n'a même pas cassé la Tenkan. Regardez la Tenkan, comme elle vient coiffer les prix à chaque fois. Et là, vendre là, c'est trop tôt. Encore une fois, j'estime que c'est trop tôt et on a un risque de se prendre des pieds dans le tapis. Et j'ai pas envie de ça. Effectivement, si on affine le graphique en bas. Si on affine en données 4 heures, c'est toujours haussier finalement. Alors oui, on a du mal un peu à sortir par le ce range, mais c'est le filtre. Pour moi, le données 4 heures, ça reste le filtre qu'on doit mettre pour éviter des pièges. Et en données 4 heures, on est au-dessus de la M50, au-dessus de l'oblique, au-dessus de la zone. Donc, forcément, quand on voit tous ces éléments, ça ne donne pas envie de vendre le Brent. Bon, certains y verront un double top ici, pourquoi pas. Mais même si on fait une mèche, l'objectif théorique serait d'aller taper la bande basse, ne pas très bien faire une mèche et remonter. C'est trop tôt pour moi. Même si on est en train de valider une divergence, j'aurais aimé un chandelier de retournement. Et là, pour l'instant, c'est juste une bougie baissière, lambda, qui n'indique pas de retournement de marché. Le filtre 4 heures, toujours, c'est lui qui va vous guider pour la suite. Le light, c'est la même chose. On est dans la zone. Effectivement, c'est intéressant. On travaille cette zone toujours. Là, pareil, on n'a pas de chandelier de retournement. C'est dommage, à part le doji qu'on a eu ici. Là, on trap, toujours dans la zone. En données 4 heures. On est en train de casser éventuellement ce canal. On est sur le fil du rasoir, effectivement. On est en train d'enfoncer les précédents tops. Là, on tente, on n'a pas eu de cassure par le bas du canal. On va même réajuster mon canal derrière si on latéralise. C'est encore un peu limite. Voilà. C'est encore un peu tôt. Et surtout, on a encore la même 50 en soutien derrière. Donc, même constat que sur le Brent, on est toujours sur support, on n'a pas de signal de retournement. Donc, il ne faut pas se précipiter. C'est encore trop tôt selon moi. Et les signaux baissiers ne sont pas convaincants. Toujours pas convaincants, très clairement. Soit j'attendrai une belle cassure des supports pour confirmer justement un éventuel mouvement correctif de plus grande ampleur. Mais pour l'heure, un marché qui se stabilise et encore une fois, les niveaux de support sont préservés pour l'instant. Donc à voir à l'ouverture de la bourse américaine cet après-midi comment vont réagir les investisseurs américains. Les cryptos, pour terminer.
mais on a déjà fait un gros point sur les cryptos en introduction. Effectivement, quand on regarde le BTC, c'est un bull trap, ça va s'effondrer, c'est la fin du monde. Retour à 41 000, comme j'ai pu le lire ce matin. Vraiment prise de recul, hein. Regardez la capitalisation boursière, analyser la dynamique, analyser les volumes, regarder si les zones clés sont enfoncées. C'est pas parce qu'on a été maintenu en échec au-dessus des 66 000 et qu'on est retombé sous 60 000 que c'est la fin et que le BTC va retomber à 44 000 et 41 000. On est dans une zone hebdomadaire, elle est vachement large, je le reconnais, aux alentours de 58 400 et 61 800, c'est une grosse zone. Et encore une fois, c'est un gros niveau, puisqu'on est sur des niveaux historiques. En parallèle, la capitalisation boursière nous indique, elle, qu'on a passé ce niveau, qu'on effectue le pullback. Là, le BTC, lui, il est un peu capricieux, j'ai envie de dire, mais ça reste aussi, en fait, il n'y a pas d'alerte dans l'immédiat, il n'y a pas de retour à envisager en direction de 41 000. Il y a déjà de gros niveaux juste avant, donc je suis étonné de voir certains être en panique face à une correction de seulement 1,8%, même si on a eu 10%, voire 15% sur certains altcoins, on est revenu sur des niveaux mensuels et hebdomadaires. Donc là, on est sur support. Le BTC est quand même monté à la verticale. Pour moi, rien d'alarmant. J'estime tout simplement qu'on a eu un trou d'air. Voilà. On a eu un trou d'air. Derrière, ce serait beau si la Kijun pouvait même remonter encore un peu et venir se mettre à plat juste ici. Ça renforcerait vraiment le niveau. Et voilà, on a peut-être un BTC qui a besoin de reprendre son souffle aussi avant de repartir. Correction en ABC aussi peut-être, ABC. La zone tient, tant qu'elle tient, pas d'alerte baissière dans l'immédiat. Si on affine, 15 minutes. Là, ce serait beau ça. Ça, ce serait très beau que ça reparte assez fort derrière. Pour les traders intraday sur le BTC, retour sur zone, avalement 15 minutes, divergence haussière validée. Ça, c'est intéressant. On pourrait déjà peut-être reprendre 50% du mouvement baissier. Pourquoi pas vous offrir un merveilleux point bas si jamais ça repart et qu'effectivement le pire n'est pas certain et qu'on repart en direction des 66 000. Donc à surveiller, j'aime bien, divergence haussière sur une zone, avalement 15 minutes. C'est un stop loss assez court, mais derrière, ça peut vraiment offrir un très beau trade si le marché repart pleine balle. Pour terminer, l'Ethereum. Et ici, même constat, 15 minutes, on est dans la zone, divergence haussière sur avalement haussier. Pareil, hein, si on se met en données DI, il ne se passe rien. Enfin, il ne se passe rien, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien d'alarmant, on est dans la fameuse grosse zone. On a identifié maintenant depuis des semaines, cette zone-là, on l'a identifiée avant que l'Ethereum perce cette zone. Je l'avais déjà tracé, on est dans la zone. On est juste dans une grosse zone de prix. Tant que cette zone ne cède pas sous la pression vendeuse, pas d'inquiétude à avoir, on consolide de nouveau dans un range en 24 heures. Je vais nettoyer le graphique. Hop. En 24 heures, voilà, on est dans un range, très clairement. Alors pareil, ce range, on l'avait identifié en début de semaine. Hop, on élargit un peu et on consolide dans un range à l'intérieur d'un canal haussier et à l'intérieur d'une dynamique haussière. Donc, la probabilité est d'avoir une sortie par le haut. Les traders de range ont justement remarqué peut-être ce matin la divergence 15 minutes sur la borne basse. Derrière, objectif milieu de range,
En TP intermédiaire, ce serait retour sur la bande haute. Ici, ça casse. Il vient direction les 4600 $. Voilà en tout cas mon avis sur les crypto-monnaies suite à la turbulence qu'on a eue sur certains altcoins ce matin. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés. Surveillez aussi votre exposition, notamment au Forex avec les paires en euros. Et je vous retrouve donc demain pour faire un point complet sur la planète finance.